Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sapiens Sapiens. Le Bitcoin ne laisse personne indifférent, amour ou passion, l'augmentation ou la chute de ses cours fait couler énormément d'encre. Alors que faut-il penser de cette crypto-monnaie ou de ce crypto-actif? Quel est son avenir? Comment fonctionne-t-il? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Yorick de Montbine. Salut Olivier. Alors Yorick, tu es diplômé de l'ESCP, excellente école de commerce, ancien élève de l'ENA, qui a changé de nom depuis d'ailleurs, mais c'était bien l'ENA à l'époque, titulaire d'une licence de philosophie à Paris 4 et diplômé de Sciences Po Paris. Tu es toujours conseiller référendaire à la Cour des comptes et tu as un passé tout à fait avouable d'ancien conseiller technique du Premier ministre. Alors, la première question que j'ai envie de poser est une question pédagogique tout simplement, parce que ça fait longtemps que le Bitcoin est dans le paysage, mais enfin pour beaucoup de gens ça reste quand même relativement mystérieux. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le Bitcoin? Non. En fait, on ne peut pas expliquer ce que c'est que le Bitcoin en quelques phrases. Ouais. C'est pas possible. On ne peut pas le faire correctement. Si c'était possible, soit le Bitcoin n'existerait plus, soit il vaudrait $1 million parce que tout le monde en voudrait. Mais je vais quand même essayer. Oui, essayons quand même. Essayer rapidement, ça sera très imparfait, mais on se focalise beaucoup sur l'aspect monnaie, mais en fait, avant d'être une monnaie, Bitcoin avec un grand B, c'est un protocole informatique qui permet un service qui n'existait pas, qui n'était pas possible techniquement avant l'invention de ce protocole informatique. Qu'est-ce que c'est ce service? C'est du stockage et du transfert de valeur sur Internet sans tiers de confiance, c'est-à-dire sans personne qui puisse prendre la décision d'interrompre la transaction parce qu'elle ne lui plaît pas. Et ça, de manière rapide, pour des frais modérés, en protégeant relativement bien la vie privée et de manière programmable. Et ce dispositif complètement nouveau, qui a été inventé donc par un inconnu en 2009, pour être sécurisé, il implique l'émission d'un jeton numérique et comptable pour fournir une incitation économique aux gens qui sécurisent le dispositif. Et ce jeton numérique et comptable, qu'on appelle le Bitcoin avec un petit b, il est rare. Et il possède toutes les caractéristiques lui permettant de devenir potentiellement une monnaie. Alors, il y a un mot que tu n'as pas prononcé, c'est le mot blockchain. Parce qu'en fait, ça n'utilise pas la technologie blockchain, malgré ce que tout le monde pense et malgré ce qu'on continue à voir dans les médias. Ouais. La technologie blockchain, c'est largement un mythe. C'est largement un mythe. En fait, Bitcoin, pour fonctionner, utilise une intégration de plusieurs technologies qui existait avant lui, dont celle des registres distribués qu'on appelle la blockchain. Ce n'est pas du tout la technologie principale. Ce qui compte, c'est la manière dont ces différentes technologies, il y a aussi le pair à pair, le minage par la preuve de travail et la cryptographie asymétrique, ce qui compte, c'est la manière extrêmement novatrice dont ces 4 technologies ont été intégrées par l'inventeur du Bitcoin. Et donc voilà, ce qui compte, c'est que ce dispositif est incroyablement sécurisé et que ce jeton est rare, il est aussi homogène, divisible, échangeable facilement, et donc il peut devenir une monnaie, et il peut devenir une monnaie permettant de résister à l'inflation, parce qu'il est rare. Et donc aujourd'hui, il est en train de devenir une monnaie. On ne peut pas dire qu'il soit complètement une monnaie, il est une monnaie en devenir, tout simplement parce que de plus en plus de gens comprennent ça et décident d'en acheter pour différents usages. Placer de l'argent à long terme ou faire des paiements à court terme dans différents endroits du monde, notamment dans les endroits où cette technologie est plus acceptée et mieux comprise des gouvernants et des régulateurs. Alors la question de la monnaie, justement, restons-y. Les objections qu'on fait souvent au Bitcoin comme monnaie, c'est qu'il faut, pour que ça soit une monnaie, qu'il y ait des capacités à faire des transactions à des coûts extrêmement faibles, et puis une forme de stabilité du cours, deux choses qu'apparemment on n'a pas aujourd'hui avec le Bitcoin.
Oui, c'est pour ces raisons qu'on ne peut pas dire que le Bitcoin est une monnaie complète aujourd'hui. Ce n'est pas un instrument d'échange universel, ce n'est pas un moyen de paiement universel. Donc il y a deux aspects dans ta question. Il y a le coût des transactions et la volatilité. Sur le coût des transactions, tu fais référence à quoi exactement? Le coût énergétique. Ah oui. Oui. Alors en fait, c'est un coût qui est tout à fait assumable. C'est-à-dire que c'est pas un coût qui est assumé par l'utilisateur, le coût énergétique. L'utilisateur, quand il fait une transaction en Bitcoin, il paye des petits frais de transaction qui sont faibles. Et qui vont dans la poche des gens qu'on appelle les mineurs et qui servent à sécuriser le dispositif. Et par ailleurs, ces mineurs consentent une dépense énergétique massive sous forme de calcul informatique massif pour sécuriser le réseau. Et c'est cette dépense énergétique qui est très critiquée. Mais c'est eux qui en assument le coût économique. Et ils sont rémunérés par ça, par quoi? Par des bitcoins qui sont émis automatiquement par le protocole. Et ce coût énergétique, il est très débattu, mais le débat est extrêmement confus sur ce sujet, en fait. Parce qu'on peut considérer que quelque chose peut très bien être énergivore sans être polluant. Il y a plein de choses qui sont énergivores, qui consomment énormément d'énergie, ou qui utilisent de l'énergie. C'est plus pertinent d'un point de vue technique. Ça dépend de la façon dont l'énergie est produite, évidemment. Alors, non. Le rapport avec la pollution. Même ça, c'est-à-dire qu'on peut accepter un niveau d'énergie utilisé et un niveau de pollution. Tout dépend en fait du service qui est rendu. Les transports, l'industrie, tout ça utilise de l'énergie et pollue. Et personne ne pense à les interdire, parce que ça rend un service vital à l'humanité. Simplement, dans le cas du Bitcoin, on n'a pas encore compris quel était le service qui était rendu. Si le Bitcoin offre la possibilité de révolutionner Internet, de le rendre plus efficace, et de créer un nouveau système monétaire international plus juste, au service de tous, moins polluant, préservant mieux les libertés, permettant plus de croissance économique et permettant une exploitation des ressources naturelles inférieure, à ce moment-là, le service est immense. Et on peut accepter un niveau d'énergie utilisé très fort. Donc ça, c'est le premier élément de la réponse sur la dépense énergétique. Et puis il y a un autre élément qui est qu'en fait, on se rend compte que de plus en plus, cette utilisation d'énergie est faiblement carbonée. Parce que les mineurs ont un intérêt économique objectif à aller chercher les sources d'énergie les moins coûteuses. Et les sources d'énergie les moins coûteuses, c'est souvent dans des endroits où on produit de l'énergie et où il n'y a pas de demande industrielle ou urbaine massive. Par exemple, un barrage hydroélectrique au milieu d'une forêt équatoriale. Et il y a des cas qui sont documentés en République démocratique du Congo ou ailleurs. Et donc là, le mineur s'installe, utilise des surplus d'énergie non utilisés, qu'il achète à faible coût, et en faisant ça, il aide à rentabiliser l'unité de production d'énergie renouvelable. C'est-à-dire qu'il a un effet positif pour la transition écologique, ce qui est exactement l'inverse du discours anxiogène qu'on voit dans les médias et qui est propagé par tous les anti-Bitcoin qui ne sont pas innocents, qui sont perturbés économiquement par l'arrivée des crypto-monnaies. Donc ça, c'est la réponse sur l'énergie et la pollution. Et puis, il y a la volatilité. Il est très volatile, le Bitcoin, c'est vrai, mais c'est normal. Il est dans une phase où le marché n'a pas encore trouvé de prix d'équilibre, parce que c'est quelque chose de très nouveau, très risqué et peu compris. Et puis, c'est aussi une phase où les gros acteurs sur ce marché, des milliardaires, etc., ont un poids relatif très important parce que le Bitcoin est tout petit dans les marchés financiers mondiaux. Et donc, c'est une période de transition qui est logique, qui est naturelle. Mais si l'adoption se poursuit, si de plus en plus de gens utilisent le Bitcoin, si le prix repart à la hausse sur le long terme, le poids relatif de ces gros acteurs va diminuer et mécaniquement, la volatilité diminuera. Et donc, on se trompe si on pense que cette volatilité actuelle est un vice intrinsèque, inhérent à Bitcoin. En fait, c'est un inconvénient qui est transitoire et qui est parfaitement compréhensible. Alors, il y a 4 ans, tu avais publié avec Gonzague Granval un rapport qui s'appelait « Bitcoin, totem et tabou ». C'était d'ailleurs le premier rapport publié par l'Institut Sapiens. 4 ans, c'est très long en âge technologique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Est-ce qu'il y a eu des surprises? Est-ce qu'il faudrait réécrire profondément le rapport? Qu'en est-il? Alors, je pense que ce rapport reste d'actualité. Il n'y aurait pas grand-chose à modifier.
parce qu'il a été publié à un moment, donc début 2018, où le monde entier commençait à prendre conscience de l'existence de Bitcoin parce qu'il avait atteint 19 000 $. Et ensuite, il commençait à descendre. Et il s'agissait dans ce document d'expliquer ce que c'est et de dire qu'il y avait une révolution en puissance et que les élites françaises étaient insuffisamment préparées intellectuellement et culturellement à cette révolution potentielle. Et ce rapport alertait aussi sur les contresens et les malentendus et les risques autour de la notion de blockchain, de technologie blockchain. Ce rapport disait, en fait, avant une révolution blockchain, il y a potentiellement une révolution monétaire et il faut qu'on la comprenne. Et en fait, ce constat est largement valable aujourd'hui. Cela dit, depuis, il s'est passé des choses incroyables. C'est-à-dire que le Bitcoin s'est effondré à 3 000 $, et puis ensuite il est remonté et il a atteint des niveaux incroyables, presque 69 000 $. Et ensuite, il a été divisé par 2, et même plus. Et surtout, il y a 2 États qui ont donné cours légal au Bitcoin. Et ça, quand on a écrit ce rapport avec Gonzague Granval, on n'aurait jamais pu imaginer une telle perspective. On disait à la fin du rapport, il y a une hypothèse éventuelle, c'est peut-être que des petites banques centrales un jour voudront détenir des bitcoins comme elles détiennent de l'or pour avoir des actifs sûrs. Et en fait, on n'avait pas imaginé que des États pourraient aller jusque-là. Alors il y a certaines personnes qui disent « oui, mais c'est des petits États qui comptent pour rien, etc. » Mais moi, je ne comprends pas cet argument. C'est évident que l'adoption par des États va commencer par des petits pays qui n'ont rien à perdre. Ça ne va pas être les États-Unis directement, évidemment. C'est progressif, tout est progressif. Et là, il y a donc une nouvelle phase qui s'est enclenchée avec ces adoptions par les États et par des grandes entreprises. Les 2 pays, c'est le Salvador et le deuxième ? Et la Centrafrique. Centrafrique. Le Salvador a une politique qui est relativement claire. La Centrafrique, c'est tout récent. Et en fait, ils sont en train de faire n'importe quoi. Donc, on peut être un peu pessimiste sur la manière dont ça va se passer. Au Centrafrique, mais pas au Salvador. Au Salvador, ils ont une ligne relativement claire, et donc ça ne se passe pas de manière optimale parce que, évidemment, c'est compliqué à mettre en œuvre, mais ils tiennent, ils en restent au cap qu'ils ont fixé, qui était l'accent sur le Bitcoin, cours légal, dispositif pour aider la population, pédagogie, etc. Et alors, avec la baisse très très forte du cours, on imagine du coup que ça renchérit énormément le prix des denrées exprimées en Bitcoin, non pour l'instant, est-ce que ça pose pas des problèmes au quotidien au pays, ou que ça fait baisser les salaires qui peuvent être indexés en Bitcoin si c'est le cas? Alors en fait, ils ont 2 monnaies légales au Salvador. Ils ont le dollar américain, qui était leur monnaie initiale, depuis qu'ils ont en fait démonétisé leur monnaie nationale, et le Bitcoin. Et donc en fait, ils continuent d'utiliser le dollar pour énormément de choses dans l'économie, et le Bitcoin commence à peine à être utilisé, c'est très progressif. La loi a été adoptée il y a 1 an, elle est entrée en vigueur en septembre 2021, et c'est très très progressif. Donc, par exemple, les populations les plus pauvres et qui ne sont pas équipées de moyens informatiques ou de smartphones, elles n'utilisent pas le Bitcoin. En revanche, dans tous les magasins un peu modernes, et il y en a quand même beaucoup, il y a des chaînes de magasins, il y a des McDonald's, il y a Starbucks et tout. Tous ces magasins ont l'obligation par la loi d'accepter le Bitcoin, et dans tous ces magasins, c'est possible de payer en Bitcoin. Et moi, je l'ai constaté sur place parce que je suis allé voir. Et c'est assez fascinant de voir que ça fonctionne très bien. Et c'est intéressant de voir que ces chaînes se mettent au Bitcoin. Ce sont des chaînes mondiales. Elles se rendent compte que c'est un système de paiement qui fonctionne très bien et qui peut même leur procurer des avantages en diminuant des frais. L'industrie du paiement, c'est une énorme industrie qui est coûteuse pour les commerces. Et le Bitcoin, notamment quand on utilise le Lightning Network, qui est un protocole complémentaire, en fait, permet des paiements sur des petits montants pour des frais dérisoires, presque négligeables. Voilà. Alors j'aimerais revenir sur la dimension monétaire de la question.
Le retour de l'inflation semble vérifier ce que beaucoup d'économistes avaient prédit. La production à grande échelle de monnaie par les banques centrales finit par créer des phénomènes de dévaluation de la monnaie. Dans ce cas, on aurait pu s'attendre à ce que le Bitcoin serve de monnaie refuge, alors que pour l'instant, on a plutôt l'impression que le cours du Bitcoin est assez indexé à la baisse générale des cours des marchés aujourd'hui. Tout dépend de l'échelle de temps sur laquelle on se place. Si on raisonne en semaine, effectivement, c'est décevant, mais en fait, ça n'a pas grand sens de raisonner en semaine sur ces sujets. Il faut raisonner en mois ou en années. Et quand on raisonne en années, on voit que le Bitcoin a parfaitement servi de valeur refuge face à l'inflation, puisqu'il est passé de 0 à 20 000 $ aujourd'hui. C'est quand même pas mal. Et puis surtout, le retour de l'inflation, on le voit aujourd'hui sur l'inflation des prix, mais l'inflation monétaire, elle était présente déjà bien avant, et la dépréciation de la monnaie, elle était présente avant même l'arrivée de l'inflation des prix. À travers l'augmentation du prix des actifs, par exemple ou plutôt à travers l'absence de déflation. Ça, c'est quelque chose que les économistes autrichiens soulignent, c'est-à-dire que dans les années 2000, s'il n'y avait pas eu l'augmentation incroyable de masse monétaire due aux politiques monétaires des banques centrales, qui autorisaient un crédit bancaire par les banques commerciales très facile à travers des taux d'intérêt très faibles. Si on n'avait pas eu ça, la concurrence mondiale, sous forme de mondialisation, et le progrès technologique auraient dû entraîner une baisse des prix. Ce qu'on appelle la déflation technologique. Une déflation saine au bénéfice des consommateurs. C'est ça qu'on aurait dû voir, et ça, on ne l'a pas vu. Et le fait qu'on ne l'ait pas vu reflète une dépréciation de la monnaie, même si on ne voyait pas d'inflation des prix. Et maintenant, on voit l'inflation des prix, et c'est une boule de neige, c'est auto-cumulatif comme problème. Ça va être très difficile de l'enrayer sans torpiller l'activité économique avec des taux d'intérêt trop élevés. Et si on augmente trop les taux d'intérêt, ça va déclencher des cataclysmes sur les dettes souveraines des États endettés jusqu'au cou. Donc on peut estimer que les banques centrales ne vont pas augmenter les taux d'intérêt massivement et durablement, c'est pas possible, et qu'elles vont accepter un niveau d'inflation important, et donc il y aura une fuite vers des valeurs refuges. Et on peut estimer que les crypto-monnaies, et la plus connue d'entre elles, en bénéficieront. Quelle est justement l'évolution des différentes institutions en face du Bitcoin? Est-ce que c'est toujours une méfiance, une opposition très forte? Est-ce qu'il y a des formes d'adoption, de reconnaissance? Côté grandes entreprises et systèmes financiers, maintenant tous les grands acteurs de la finance prennent au sérieux les cryptos. Avec des discours variables, avec un degré d'acceptation plus ou moins élevé. Mais il y a des grandes entreprises qui décident d'acheter massivement du Bitcoin pour se protéger de l'inflation. C'est notamment le cas de MicroStrategy, une entreprise cotée aux États-Unis qui possède pour, je ne sais plus, l'équivalent de 3 milliards de dollars en Bitcoin aujourd'hui. C'est ce qu'avait fait Tesla, ou je me trompe? Tesla a fait ça aussi à un moment, tout à fait. Mais Tesla, c'est aussi avec la stratégie de com complètement disruptive de son patron, qui consiste à casser les codes, à raconter littéralement n'importe quoi dans les médias, et donc beaucoup de gens ont pris au pied de la lettre ce qu'il disait et ont été extrêmement surpris de voir que un mois plus tard, il disait le contraire. Voilà. Mais dans le cas de MicroStrategy, c'est beaucoup plus sérieux, et le patron fait de la pédagogie en faveur de Bitcoin et montre qu'il a très bien compris ce que c'était. Donc ça, c'est côté entreprise. Et grandes banques, toutes les grandes banques maintenant se mettent aux cryptos. Certaines veulent émettre leurs propres cryptos, ou au contraire veulent offrir des services d'achat de crypto pour leurs clients. Et les régulateurs commencent aussi à s'adapter. C'est lent. Certains ont une attitude hostile. C'est le cas, on peut dire, largement des autorités européennes et françaises. Donc derrière un discours en faveur de la technologie blockchain, il y a des réglementations qui sont hostiles aux crypto-monnaies, qui font tout pour freiner l'essor des crypto-monnaies. Sous forme de règles fiscales incompréhensibles ou excessives. En revanche, aux États-Unis, la situation est plus contrastée. D'abord parce qu'il y a une concurrence entre États pour attirer les innovateurs, les startups et tout. Donc il y a des États qui ont des réglementations extrêmement progressistes et intelligentes, comme Wyoming par exemple.
Et puis, il y a entre régulateurs des compétitions, par exemple entre la SEC et la CFTC, sur, par exemple, la question est-ce qu'il faut qu'on considère les cryptos comme des securities ou des commodities. Et donc ça engendre des contraintes très différentes pour les acteurs de cet écosystème. Et la tendance qui se dessine, c'est que Bitcoin pourrait être considéré comme une commodity, ce qui lui permettrait de pouvoir être échangé et utilisé très facilement, alors que la plupart des autres cryptos seraient considérés comme des securities. Et à ce moment-là, les startups et les entreprises qui les gèrent, qui les proposent ou qui les stockent seront soumises à des règles très strictes de surveillance par le régulateur. Et ce serait un coup dur massif pour ces acteurs. Donc en gros, si la tendance actuelle se poursuit, ce serait plutôt le Bitcoin qui serait avantagé. On parle toujours du Bitcoin, mais il y a des milliers d'autres crypto-actifs ou crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que Bitcoin est la seule monnaie valable? Et puis comment s'y retrouver? Il faut reconnaître que l'existence de toutes ces crypto-monnaies, de ces crypto-actifs, facilite quand même pas tout à fait la compréhension. C'est un paysage extrêmement complexe, donc il y a des milliers de crypto-monnaies. Ce fait en soi est intéressant. Il montre que déjà on est en présence d'un phénomène qui ne va pas disparaître. Les crypto-monnaies, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit, sont là pour rester. Ensuite, il est sain qu'il y ait une énorme concurrence entre toutes ces crypto-monnaies, que la meilleure gagne. Et celles qui perdent la compétition et qui disparaissent, et il y en a tout le temps, elles ne sont sauvées par personne. Et notamment pas par la puissance publique, ni par le contribuable. Ce qui est un phénomène extrêmement sain, beaucoup plus sain que ce qu'on voit sur les marchés financiers traditionnels. Où la puissance publique sauve des acteurs irresponsables avec l'argent du contribuable. Ensuite, la plupart de ces milliers de crypto-monnaies sont probablement des arnaques ou des illusions. Et puis peut-être que certaines ont un avenir brillant, mais c'est très difficile de savoir lesquelles. En gros, la plupart de ces cryptos ont été créés avec l'idée que le Bitcoin est limité techniquement. Il y a plein de choses que le Bitcoin ne peut pas faire, et donc plein d'entrepreneurs ont dit « moi je vais faire mieux que le Bitcoin ». Et parmi ces entrepreneurs, il y a des gens de très très grand talent qui sont convaincus, qui ne sont pas là pour arnaquer le public, mais qui créent des cryptos en fait, et des blockchains très complexes qui ont du mal à faire leurs preuves à long terme, enfin à moyen terme. À court terme, elles suscitent souvent l'emballement, l'engouement, la fascination, parce qu'elles sont extrêmement sophistiquées, très sexy, avec un déluge de marketing hyper habile. Et donc, tout le monde, en gros, se laisse séduire, les journalistes, les commentateurs, les investisseurs, tout le monde se dit « ça y est, j'ai trouvé le prochain Bitcoin ». Et puis, évidemment, l'appât du gain. C'est-à-dire que tous les gens qui ont loupé le gain phénoménal du Bitcoin, eh bien, tentent leur chance sur des nouveaux produits en espérant faire x10, x100, x1000. Et puis en fait, très vite, c'est l'illusion. Et on se rend compte que le Bitcoin est toujours la crypto principale en market cap, en capitalisation de marché. Et le crack actuel renforce cette position. C'est-à-dire que finalement, beaucoup de gens se disent « Ah oui, le Bitcoin est toujours là, il est solide techniquement, il n'a toujours pas été piraté depuis sa création, parce qu'il y a une performance inouïe. Et sa technologie se renforce. Et il y a plein de choses qui sont promises par les autres cryptos qui vont peut-être être possibles à partir du Bitcoin. Et donc finalement, moi, enfin, personnellement, je reste quand même plus optimiste sur le Bitcoin que sur les autres cryptos pour cette raison. Est-ce qu'on peut imaginer que les institutions interdisent le Bitcoin? Est-ce que c'est possible d'interdire le Bitcoin? Oui, et en fait ça a déjà été fait, il y a des pays qui ont interdit le Bitcoin. Il y en a qui ont essayé, mais en fait ça ne sert à rien. C'est-à-dire que d'abord les pays qui le font, ce sont des pays dictatoriaux, et puis très vite ils reviennent en arrière parce qu'ils se rendent compte que c'est parfaitement inutile. Ils n'ont pas les moyens de faire respecter cette interdiction. Et pour qu'un pays développé, démocratique le fasse, il faut violer des principes majeurs du droit. Parce qu'en fait, une transaction Bitcoin, qu'est-ce que c'est? C'est simplement de l'information qui peut être exprimée sous n'importe quel alphabet ou langage. Ça peut être exprimé en émoticône sur Twitter. C'est-à-dire que c'est une pure convention d'alphabet.
Et donc, si on veut vraiment interdire Bitcoin, il faut couper Internet ou il faut interdire la communication. La communication en général. Et donc, les États qui ont compris ça ont renoncé à interdire Bitcoin. Et les plus affûtés d'entre eux comprennent que Bitcoin, en fait, est quelque chose quand même de problématique pour l'équilibre monétaire que eux ont imposé. Et donc, ils essaient de freiner son essor. Ils le font de manière plus habile qu'en l'interdisant. Ils freinent son essor par une campagne de dénigrement, tous azimuts, en insistant sur les pseudo-inconvénients ou les pseudo-risques de Bitcoin, et par des réglementations extrêmement contraignantes. Alors, sur les risques, je ne peux pas ne pas évoquer l'objection, la critique qu'on fait souvent aux crypto-monnaies, qui est de participer, d'être utilisé pour des usages malhonnêtes ou criminels pour l'économie clandestine. En fait, c'est largement de la désinformation. Il y a des études tout à fait sérieuses qui montrent que une proportion infime des transactions en Bitcoin ou en autres cryptos servent à des trafics illicites, et une proportion ridicule des trafics illicites sont faits en Bitcoin. Et ça s'explique de manière extrêmement facile. C'est que une transaction en Bitcoin, c'est un message public qui est diffusé et qui est accessible à tout le monde. Une fois que la transaction est validée, elle est scellée pour toute éternité dans un registre qui lui-même est public. Donc il n'y a pas les noms des gens sur la transaction, mais il y a simplement leur code. Mais le fait que ces messages soient publics et irréversibles, et en fait accessibles à tous pour toujours, fait que des services de police compétents et concentrés sur certaines transactions douteuses peuvent finalement retrouver la trace des gens qui font ces transactions. Surtout si ces trafiquants sont maladroits et à un moment donné dévoilent leur identité à une des phases du processus. Et en fait, c'est ce qui se passe concrètement. Et donc la police retrouve des gens qui ont fraudé massivement, et les criminels les plus dangereux, les plus riches et les plus intelligents n'utilisent pas le Bitcoin. Ils utilisent une technique bien plus adaptée, qui a fait ses preuves, qui est la valise de billets en dollars, ou des montages bancaires sophistiqués pour faire des transactions en dollars et en euros, et ça marche très bien. Et la meilleure preuve, c'est que chaque année, les banques les plus vertueuses et les plus traditionnelles se font condamner à coups de dizaines de milliards de dollars, parce qu'elles n'ont pas été assez prudentes sur ces sujets. Et donc on est dans la désinformation la plus complète. Ça fait partie justement de l'offensive lancée par les gens qui sont inquiets de l'émergence du Bitcoin et qui sont prêts à tous les arguments les plus fallacieux pour le contrer. C'est évidemment une question difficile, mais où est-ce que tu vois le cours du Bitcoin d'ici 5 ans ? Peut-être pas évidemment demain, mais à terme, où est-ce que ça devrait se stabiliser, s'il y a une stabilisation dans les années qui viennent? Alors, je répondrai à deux choses. D'abord, c'est une question en fait pas si difficile, parce que je vois deux hypothèses. Soit il y a un problème majeur sur Bitcoin, il est détrôné par une autre crypto, où les États finissent par avoir sa peau, où il y a un bug technique, et à ce moment-là, il plonge et il arrive à zéro, et on n'en entend plus parler. Ou alors, ce scénario ne se produit pas et continue à se développer comme c'est le cas en ce moment, malgré la chute. Et à ce moment-là, il peut atteindre des niveaux absolument inimaginables. Surtout si des crises financières majeures se déclenchent dans les mois qui viennent, avec une composante monétaire. C'est-à-dire que si c'est juste des crises de liquidité comme en mars 2020, à ce moment-là, ça ne bénéficiera pas au Bitcoin. Mais s'il y a des crises monétaires, ça lui bénéficiera immensément. Donc l'alternative, c'est zéro ou des montants incroyables. C'est le premier élément de la réponse. Le deuxième élément de la réponse, c'est qu'en fait, tous les 4 ans, le rythme d'émission des bitcoins qui rémunèrent les mineurs est divisé par 2. Et à chaque fois, on constate une augmentation du cours dans les mois qui suivent. À chaque fois, ça a été vérifié. Et c'est ce qui permet de penser que quand on achète du bitcoin, il ne faut pas le faire pour un gain à court terme, il faut se donner comme horizon temporel au moins 4 ans. Et la prochaine fois, c'est quand ? La prochaine, c'est dans 2 ans. Et donc, ça veut dire que dans 5 ans, il est très probable que le Bitcoin aura atteint un niveau très élevé s'il n'a pas disparu d'ici là. Alors pour terminer, la question rituelle des Sapiens Sapiens, comment fait-on quand on est un magistrat, quand on est un haut fonctionnaire pour s'intéresser au Bitcoin, pour tomber dans le Bitcoin ?
Il y a plein de moyens de tomber dans ce domaine-là. Ça peut être l'intérêt financier, l'appât du gain, l'intérêt pour la technologie, voilà. Dans mon cas, en fait, ça a été le croisement de plusieurs intérêts, la théorie monétaire, l'intérêt pour la technologie et des valeurs philosophiques. C'est-à-dire que je pense que Bitcoin, c'est un projet philosophique qui va améliorer la société, qui va renforcer la liberté des individus, le respect de leur vie privée, face aux excès de certains États et de certaines grandes entreprises. On est dans une société de surveillance qui est assez inquiétante. Le Bitcoin offre un rempart contre ça. Et donc, cette impression que j'ai eue en découvrant Bitcoin il y a quelques années, en fait, elle se vérifie de plus en plus chaque jour. Merci Yorick de Bombine. Merci à toi.